Au TEP. Voilà notre rendez-vous du début de la semaine autour d'un nouveau live sur les grands ouvrages classiques de la Renaissance kémite. Hein? Ces rendez-vous que nous vous proposons depuis quelques mois avec, en bénéficiant des lumières du Sèche Covid Reg-Miret, dont nous remercions encore la compagnie et saluons vraiment les travaux, les efforts faits depuis toutes ces années pour aujourd'hui nous donner à bénéficier de sa compréhension de ces nombreux ouvrages que nous dédions à la Renaissance kémite. Aujourd'hui, nous allons parler de Conscience noire, écrit d'Afrique du Sud, 1969-1977 de Stephen Bantu Biko, hein, qui va donc nous occuper tout au long des heures à venir. Et nous en avons certainement pour 2-3 heures du temps et pour bénéficier de la lecture méthodique et scientifique proposée par le Sèche Covid Reg-Miret. Alors, Sèche Covid Reg-Miret, la première question, qui était réellement Stéphane Bantu Biko? Quelle formation intellectuelle, idéologique, voire politique a-t-il reçu? Et surtout, comment expliquer son engagement précoce en matière de syndicalisme estudiantin? Je souhaite tout d'abord répondre à une sollicitation de quelques internautes qui ont pris maintenant l'habitude depuis plusieurs semaines de suivre nos séquences vidéo live. La question qui m'a été posée, je rassure le frère Narmer, je répondrai à la sienne. La question qui m'a été posée est celle-ci. Pourquoi avoir considéré les livres, c'est-à-dire ce que nous appelons les ouvrages classiques de la Renaissance kémite, comme des armes miraculeuses? Il s'agit là du titre d'un recueil de poèmes d'Aimé Césaire, Les armes miraculeuses. En quoi ces armes sont-elles miraculeuses? Nous sommes un peuple miraculé. Nous sommes un peuple miraculé. Parce que dans l'histoire écrite, documentée de l'humanité, il y a beaucoup de peuples qui sont aujourd'hui ensevelis dans le cimetière des civilisations humaines. J'en citerai 3 parmi les blancs mêmes, les leucodermes. Le peuple hittite. Personne ne connaît réellement ses descendants aujourd'hui. Le peuple hittite. Les Étrusques étaient à l'origine des Noirs, mais ils se sont mélangés au point même qu'il y a eu un éclaircissement, un métissage en éventail. Mais personne ne sait quels sont les descendants des Étrusques aujourd'hui. Ce ne sont certainement pas les Italiens que nous voyons aujourd'hui à Rome, à Naples, etc. Il y a le peuple qu'on appelle effectivement le peuple mitanien. Les Mitaniens. Hein? Où sont aujourd'hui les Mitaniens? On ne connaît pas leurs descendants véritablement. Vous voyez? Donc, le problème qui se pose, c'est que des peuples ont disparu dans l'histoire totalement. C'est-à-dire physiquement, des peuples ont été totalement anéantis dans l'histoire. Et il y a des peuples qui sont partiellement anéantis dans l'histoire. C'est le cas des Amérindiens
de l'Amérique du Nord, quasiment totalement au Canada, partiellement au Brésil, partiellement au Honduras, mais quasiment totalement aux États-Unis d'Amérique. Les peuples autochtones de ce qu'on appelle aujourd'hui la Nouvelle-Zélande. Quand on dit Nouvelle-Zélande, c'est un territoire qui était à l'origine anglais. Comme on dit la Nouvelle-Orléans. Ces peuples ont quasiment totalement disparu. Les peuples d'Australie ont quasiment totalement disparu. Les peuples de Tasmanie. Donc, il est des peuples qui, eux, sont en sursis. C'est-à-dire en cours de disparition. C'est le cas du peuple autochtone de la Nouvelle-Calédonie. Le peuple autochtone de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Donc, la question que nous posons ici, c'est celle des génocides consommés, des génocides en cours de consommation et des génocides avortés. Le peuple sud-africain est un peuple typique de ce qu'on appelle un processus génocidaire avorté. Dans quel sens et dans quelle mesure? Et c'est là où la question se pose de savoir comment conserver les traces des peuples que les Européens, avec cruauté, appellent aujourd'hui les civilisations disparues. On ne dit pas les civilisations anéanties, détruites, mais disparues. Parce que quand on dit disappear, ça peut vouloir dire que vous avez disparu vous-même, comme les dinosaures, comme certaines espèces. Mais en fait, on appelle civilisation disparue les civilisations qui ont subi un génocide. Donc, nous sommes aujourd'hui en 2019 et à partir de l'ouvrage La férocité blanche ou de The Destruction of the Black Civilizations de Chancellor Williams, etc., la catégorie du génocide est devenue une catégorie opératoire dans le champ de l'historiographie mondiale. C'est-à-dire que on s'est rendu compte que le système qu'on appelle aujourd'hui le système capitaliste, financier, mondialisé, que l'Occident considère comme le summum du progrès en matière d'économie et en matière d'organisation sociale, en matière d'organisation politique, ce système repose quant au fond sur des génocides consommés, des génocides en cours de consommation et des génocides avortés. Et pourquoi le peuple sud-africain n'a pas disparu? Qu'est-ce qui explique le continuum insurrectionnel des Zoulous, des Sotou, des Basuto, de tous les autres peuples d'Afrique du Sud? Qu'est-ce qui explique la résistance de Robert Mangaliso Sobukwe, la résistance de Nelson Mandela, la résistance de Stephen Bantu Biko? Qu'est-ce qui explique cette résistance? Et cela m'amène à parler d'un terme que les Européens utilisent souvent. C'est le livre noir. Par exemple, on dit le livre noir du fascisme, le livre noir du communisme. Quand on dit le livre noir, c'est-à-dire le livre qui fait le décompte macabre des crimes perpétrés par le communisme, par le fascisme, et par, on oublie toujours de dire ça, le capitalisme. Parce que le fascisme est une excroissance
systémique du capitalisme. Donc, nous disons souvent, mais à quoi correspondent alors les livres blancs? Eh bien, les livres blancs, c'est tout ce qui est bien. Quand on dit le livre blanc de l'humanitaire, ça veut dire la liste de tout ce que l'Europe a fait de bien. Que l'Europe croit avoir fait de bien. Que l'Europe égrène ainsi les exploits des ONG, les organisations non gouvernementales qui ont leur part d'ombre. Et nous, les Africains, puisque l'histoire est écrite par les vainqueurs, et cette histoire est écrite dans des livres que nous prenons aujourd'hui comme les livres de référence dans nos universités, dans nos collèges, dans nos lycées. Et ces livres nous parlent de sociétés primitives, de sociétés sous-développées, de sociétés pauvres, de sociétés en voie de développement. Autant de concepts qui charrient ce complexe de supériorité de l'Occident, qui est en fait la source même de sa chute. Donc, nous parlons du livre. Qu'est-ce que le livre? Le livre est d'abord ce qu'on appelle un memento, c'est-à-dire un condensé de mémoire. Mais c'est un condensé de mémoire sur papyrus. Et le papyrus va se donner le papier. Au départ, il y avait le rouleau de papyrus. Après, il y aura du papier. Mais on va aussi écrire sur les murs des temples. On appelle ça l'écriture monumentale. On écrit sur des pierres. Quand on écrit sur des pierres et qu'on écrit avec des hiéroglyphes sur des pierres, par exemple en Zambie, ça s'appelle des pétroglyphes. Et la question, c'est de savoir quel est le livre qui va faire l'inventaire de ce que nous avons créé dans l'histoire. Nos ancêtres ont créé dans l'histoire. Quel est le livre qui va faire l'inventaire? Ce livre a été écrit par Amenemopé. Son vrai nom, c'est Imana Mouhotepu ou Mwepu. Et ce nègre, c'est lui qui a écrit la première encyclopédie dans l'histoire de l'humanité. C'est ce qu'avouent d'Alembert et Diderot. Parce que Diderot et d'Alembert ont découvert par les Grecs interposés, nous sommes à l'époque hellénistique, que les Africains ont condensé dans un ouvrage de papyrus tout ce qui existe dans la nature, tout ce qui relève de la culture, tout ce qui relève de la civilisation et de la création. Et ça, c'est Amenemopé. C'est-à-dire le premier qui a écrit cela. Et il était sèche. Sèche, ça veut dire écrivain. Sèche, ça veut dire scribe. Sèche, ça veut dire lettré. Sèche, ça veut dire aussi intellectuel. C'est ce mot-là, sèche, qui va donner séchou, qui veut dire les écrits. Et plus tard, ça va devenir les livres. C'est le même mot qui va, par un phénomène de métathèse en linguistique, donner chèque chez les Arabes. Ce qui veut dire le lettré. Le savant. Et c'est après qu'ils ont dit que c'est le savant de ce livre qui s'appelle le Coran. Mais au début, c'était juste l'écrivain. Donc pourquoi je fais les lives? Je fais les lives pour garder
la mémoire, le memento des faits d'armes et des hauts faits de nos ancêtres depuis les origines de l'écriture. Et je suis obligé de citer 4 grands scribes qui sont en fait des écrivains, qui sont des lettrés, qui sont des savants et des intellectuels. Le premier, à tout seigneur, tout honneur, c'est Imhotep. Imhotep, c'est-à-dire celui qui vient en paix, celui qui vient en toute sérénité. Le deuxième, c'est Hésiré, que vous voyez avec son matériel de scribe. Le troisième, c'est Ani. Le quatrième, c'est Rekhmiré. Mais, celui qui dit à son enfant, tu dois être scribe, ce que nous avons le devoir de dire aux enfants qui sont en fait les Shemsou Diop, c'est-à-dire les suivants de Diop. Nous devons faire en sorte qu'ils deviennent tous des scribes. Nous devons créer un laboratoire qui fabrique des scribes. Nous devons créer une émulation entre les scribes. Parce que ces scribes vont demain montrer à l'humanité le contenu des livres de nos ancêtres depuis Imhotep. Donc je m'adresse aux scribes de demain. Car seuls les scribes de demain pourront nous dire ce qu'a été, ce qu'ont été les faits d'armes et les hauts faits de Stéphane Bantou Biko. Et dans le texte hiéroglyphique que je vous montre, il est écrit Redi Meri Ek Sechou Er Rout. Ce qui veut dire je ferai en sorte que tu aimes les livres plus que ta mère. Je ferai de telle sorte que tu aimes les livres plus que ta mère. Telle est la devise de ta mairie. Je ferai en sorte que tu aimes les livres plus que ta mère. Et une question intrigante se pose. Pourquoi on ne dit pas plus que ton père? Parce que, après l'amour du Créateur Amon-Ré, l'amour maternel est le seul amour qui amène l'homme à faire preuve d'humilité. Parce que face à ta mère, face à sa mère, même le pharaon demeure un nourrisson. Donc, le texte dit Redi I Ak Neferusen Emherek Wuret Sut Geret Er Yat Nebek Nen Wun Mit Set Emta. Je lis. Je ferai en sorte que leur perfection, les perfections contenues dans le message des livres, imprègne la totalité de ton être, de la tête aux pieds. C'est-à-dire que tu sois toi-même perfection. À travers la perfection qui pénètre ton cœur et ton être, et qui fait de toi un être perfectible, pas parfait. Car seuls les livres rendent l'homme perfectible. Seuls les livres permettent l'auto-amélioration, la transformation qualitative, la métamorphose progressive. Donc, on ajoute, car le métier de scribe dépasse toute autre fonction. Wuret
Sout, Geret, Er, Yatnebet, Nen, Wun, Mit, Set, Emta. C'est-à-dire que, puisque il n'y a pas de métier pareil sur la terre, il n'y a pas de métier qui ait une plus grande noblesse que le métier de scribe sur la terre. La première chose que l'Africain doit créer, c'est d'abord les conditions de l'acquisition de la science. Car ce qui est dans les livres, c'est la science sacrée de nos ancêtres, que je définis comme la connaissance totale, rek neche, la connaissance divine de tout ce qui existe dans la création, de tout ce qui existe dans la tradition, de tout ce qui existe dans l'initiation et de tout ce qui existe dans la civilisation. C'est cette connaissance que nous devons donner à la jeunesse kémite à travers les livres. Mais les livres ne suffisent pas. Il faut l'amour des livres. L'amour des livres ne suffit pas. Il faut que cet amour des livres se transforme en une vocation à écrire soi-même des livres. C'est ce que nous appelons notre matrimoine ancestral. Donc, cela m'amène donc à dire en quoi et pourquoi le livre Conscience Noire, écrit d'Afrique du Sud, 1969-1977. Mais l'auteur lui-même dit Black Consciousness. Black Consciousness. Books of Azania. Il ne dit pas Afrique du Sud. 1969, 1969, 1977, 1977. C'est ça qu'il dit. Parce que les éditions Amsterdam ont modifié le titre de l'auteur. Nous disons Steve, parce que Steve, c'est le nom de combat du grand dirigeant syndicaliste de la SASU, c'est-à-dire l'organisation qu'il a créée contre l'apartheid, parmi les étudiants noirs. Mais le nom qui est sur son acte de naissance, c'est Stephen Bantu Biko. Et donc, la première chose qu'il faut dire, c'est que le titre lui-même interpelle. Consciousness, ça veut dire, au sens étymologique et informel du terme, la science que je partage avec moi-même. C'est-à-dire, en tant que sujet, tout entier, voué à l'exercice par la pensée de mon libre arbitre, c'est-à-dire de mon autodétermination, je dis que je partage ce que mes ancêtres ont conçu comme science avec moi-même. Ou plutôt, je fais entrer ce corpus de science dans ma propre subjectivité. Cela s'appelle une introspection subjective. Mais, quand j'ajoute noir, black, consciousness, ça veut dire que le noir a une introspection collective en tant que peuple. Ça veut dire que lorsque je parle
des choses banales comme l'argent, la femme, la jalousie, etc. Ça, c'est de l'ordre de ce que j'appelle le commerce de la parole. Mais lorsque je parle du bien, du beau, de la vérité, de la justice, de la dignité, je suis au niveau des transcendantaux et des universaux. Cela veut dire que l'homme noir a pensé le bien. L'homme noir a pensé le beau. L'homme noir a pensé la dignité. L'homme noir a pensé l'honneur. Mais si je dis l'homme noir a pensé l'honneur et que je ne suis pas capable de montrer dans quels écrits il existe ce code de l'honneur de l'être humain noir, ça veut dire que j'avance quelque chose qui n'est pas étayé. Et l'ensemble des écrits donne ce qu'on appelle testimony, c'est-à-dire un témoignage vivant. Donc ça veut dire que nos ancêtres ont témoigné. Ils ont témoigné par-delà la mort et la vie. Donc, parmi ceux qui ont connu le même sort tragique que Steve Bantu Biko, Stephen Bantu Biko, mais qui ont permis que nous on puisse aujourd'hui parler d'honneur par leur sacrifice osirien, c'est-à-dire le don absolu d'eux-mêmes, par eux-mêmes, en toute conscience, en toute clarté, en toute lucidité, pour sauver l'humanité nègre. Parmi ceux-là, il me plaît de citer Ngoulé, qui est mort à Pretoria le 5 septembre 1963, suicide par pendaison selon la police. Mère Hope, mort à Worcester le 19 septembre 1963, cause non révélée par la police. Titia, mort à Port Elizabeth le 24 janvier 1964, suicide par pendaison selon la police. Saloji, mort à Johannesburg le 9 septembre 1964, est tombé du 7e étage pendant son interrogatoire par la police. Apparemment, il est tombé lui-même volontairement. Gaga, mort au Transkei le 7 mai 1965, officiellement, selon la police, par cause naturelle, mort naturelle. Hoye, mort au Transkei le 8 mai 1965, officiellement, mort naturelle. Amakwayo, mort à Pretoria en 1966, suicide par pendaison, selon la police. Shonieka, mort à Pretoria le 9 octobre 1966, suicide en présence de la police. Léon Ping, mort à Pretoria le 19 novembre 1966, suicide par pendaison en présence de l'infirmier de sa prison. Ayan, mort à Pretoria le 5 janvier 1967, suicide par pendaison en présence de l'infirmier de sa prison. Madiba, mort dans une prison inconnue le 9 septembre 1967, apparemment par suicide par pendaison. Tubakwe, mort à Pretoria le 11 septembre, 11 septembre, ça dit quelque chose, 1967, suicide par pendaison. Coacté, mort à Pretoria le 4 février 1969, a glissé sous sa douche et son crâne s'est fracassé. Modipane, mort en prison le 28 février 1969, a glissé sous sa douche et son crâne s'est fracassé. Len Koé, mort à Pretoria
le 10 mars 1969, suicide par pendaison. Makekiso, mort à Port-Elizabeth, le 17 juin 1969, suicide pour raison inconnue. Monaco Gota, mort à Pretoria, le 10 septembre 1969, et il a absorbé un médicament. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, il y a 300 personnes dont, apparemment, la mort est invariablement liée à un suicide. Un suicide par toujours le même mode opératoire. Et le même suicide se répète de la même façon, dans le même endroit, comme si on ne prenait pas de précautions pour empêcher la récidive du suicide. Donc, en fait, ils ne sont pas suicidés, ils ont été suicidés. Et ça a été le cas aussi de Stephen Bantu Biko en 1977. Et je voudrais, après avoir, je n'ai pas pu évoquer les 300 martyrs. Normalement, c'est leur nom qu'on devrait avoir partout en Afrique. Mais on a les noms de qui? Boulevard Giscard d'Estaing, Abidjan. Boulevard Sarvognan de Brazza. Boulevard Monseigneur Stemez. Boulevard Georges Pompidou, etc., etc., etc. Ceux-là, au moins, on reconnaîtra qu'ils ne se sont pas suicidés. Donc, la question que nous posons est celle-ci. Quelles sont les 3 raisons pour lesquelles nous faisons les lives? La première, c'est rendre justice aux martyrs du peuple kémite qui ont été lâchement assassinés. Parce qu'on a cru qu'en tuant des gens, on tue une cause et on tue l'espoir. On a tué Thomas Sankara, mais il y a des millions de Thomas Sankara aujourd'hui en Afrique qui n'attendent qu'une chose, c'est accomplir ce qu'il n'a pas pu accomplir lui-même de son vivant. Donc, un peuple qui ne rend pas hommage à ce martyr est un peuple qui est tout simplement un agrégat de cadavres ambulants qui s'ignore. C'est un peuple mort. C'est un peuple mort. Deuxième chose, nous voulons savoir ce que nos ancêtres ont apporté à l'humanité. C'est-à-dire nos ancêtres qui ont été les premiers guides de l'humanité dans tous les domaines. Les lettres, les arts, l'architecture, la physique, les mathématiques, toutes les sciences en général. La troisième chose, nous voulons nous-mêmes nous inspirer des livres que nous lisons pour pouvoir écrire d'autres livres et être à notre tour des sources d'inspiration pour les générations futures. Voilà les raisons pour lesquelles nous faisons les lives. Cet homme, Steve Bantu Biko, appartient à un peuple qui nous a laissé des trésors jusqu'ici inexplorés. Il s'agit du peuple qu'on appelle Zoulou, c'est-à-dire ceux qui sont en communion avec le ciel et non pas les extraterrestres comme certains traduisent. Être en communion avec le ciel, cela peut vouloir dire 2 choses. Être spécialiste du grand livre du ciel. Et le grand livre du ciel, c'est ce qu'on appelle l'astronomie. Donc c'était effectivement un peuple d'astronomes. Mais c'était aussi un peuple qui savait faire les arts martiaux en vue de l'autodéfense. Et en faisant les arts martiaux divers et variés en vue de l'autodéfense, ils mettaient souvent une peau de léopard. Parce que le léopard est un animal prédateur, mais qui ne tue pas pour tuer. C'est un animal qui s'exerce
par sa force vitale, afin de montrer sa félinité, sa souplesse, sa vitesse et sa capacité de réaction. C'est en s'appropriant ces forces que Tchaka est devenu le guerrier Soulou. Mais il existe aussi le peuple des Basuto, c'est-à-dire la collectivité humaine des méridionaux, des gens qui sont le plus au sud de la terre, qu'on appelle à tort les Soto. Il existe aussi les peuples qui vivent dans le Transkei. Ce sont les peuples de bâtisseurs de grandes maisons en tourelles qu'ils arrivent à décorer avec des couleurs vives, un peu comme le peuple qu'on trouve aussi en... C'est le même peuple qu'on trouve en Namibie. Les Nimba. Mais il y a le plus vieux des peuples avec les Pygmées, qui lui vivait dans un des plus grands déserts, qui va peut-être demain être le lieu de lancement de notre projet spatial des États-Unis d'Afrique, le désert du Kalahari. Tout le monde parle du Sahara, mais personne ne parle du Kalahari. C'est ce que les Blancs ont appelé le peuple qui a des langues à clic, c'est-à-dire les Bushmen, c'est-à-dire des gens de la forêt sauvage. En fait, ça dit sauvage. Il existe aussi des peuples qui sont liés directement au peuple du Lesotho. Mais il existe aussi le peuple Swana, c'est-à-dire le Obu Swana a donné Botswana, le lieu où vivent les Swana. Donc tous ces peuples étaient des peuples qui excellaient dans 4 domaines. C'est-à-dire étaient spécialisés dans la science sacrée dans 4 domaines. Le premier domaine, nous l'avons vu tout à l'heure, c'est l'astronomie. Le deuxième domaine, c'est la chasse, qui correspond au règne animal. Donc, la manière de chasser, donc ça, ce sont des chasses rituelles. Le troisième domaine, c'est le règne végétal. Ce sont des spécialistes de la guérison par les plantes. Et le dernier domaine, c'est le règne minéral. Ce sont des gens qui savent utiliser les pierres pour en faire ce qu'on appelle des guirlandes, hein, de diamants, des guirlandes diamantifères. Donc, il est né dans la province du Cap, Stephen Bantu Biko. Et dès sa naissance, son père et sa mère étaient déjà poursuivis par les Blancs pour chasser, expulsés de leur maison au Cap. Parce qu'on leur reprochait de vouloir faire des coutumes contre le protestantisme. C'est-à-dire se replier sur les coutumes du Transkei, mais contre le protestantisme des bourses, c'est-à-dire des Hollandais et des Français protestants huguenots qui ont agressé ces pays-là. Donc ce qu'on leur reprochait, c'est la résistance spirituelle et culturelle. Donc il est né dans une famille de résistants, comme la plupart des gens dont nous avons fait le portrait. Jamais aucun n'est né dans une famille de collaborateurs. Jamais, jusqu'ici. Et c'est un fait singulier. Parce que ça veut dire que on ne peut acquérir que ce que vous avez reçu. Et vous ne pouvez transmettre ce que vous-même, vous avez connu. Lorsque vous avez des gens qui vous ont transmis
le sens de la collaboration, eh bien vous collaborez. De génération en génération. C'est ce que Max Weber appelle la transmission héréditaire de la lâcheté. La lâcheté est un défaut qui se transmet de façon héréditaire. Mais je serais presque tenté de dire, Max Weber a parlé comme ça, parce qu'à un moment donné, il y avait des gens qui ont trahi l'Allemagne, qui n'ont pas voulu créer la grande Allemagne, le grand empire germanique, dont rêvait Johann Gottlieb Fichte dans son ouvrage Discours à la nation allemande. Donc ce n'est pas le nationalisme qu'il a dit ça. Mais s'il s'était agi d'un Namibien qui résiste contre le génocide du peuple Herero que les Allemands ont fait, il aurait dit que non, ce sont des rebelles. C'est cette duplicité, cette manière de qualifier les mêmes faits autrement que l'on appelle la perspective, si vous voulez, étroite. C'est-à-dire, vous voyez les choses selon votre nombril, mais vous ne voyez plus selon les principes. Parce que les principes seuls sont immuables, intangibles, invariables. Lorsque nous suivons nos penchants égoïstes, à ce moment-là, nous disons nous sommes nationalistes. Mais notre nationalisme se traduit par le massacre des Herero. Le massacre que les bourses ont fait contre les Zoulous dans le Matabeleland. Le massacre au Transkei. Et c'est ça, cette somme d'épisodes tragiques, jalonnés de massacres, que l'Occident appelle sa mission civilisatrice et divine. Et voilà donc que nous touchons du doigt le paradoxe occidental. L'Occident amène la liberté en tuant les gens qui devraient être libres. L'Occident amène la démocratie en créant des partis uniques, totalitaires, pour pouvoir piller les ressources de ce pays. Et voilà pourquoi, vu d'Occident, tout ce qu'ils ont fait en Afrique est bon. Ils appellent ça la colonisation positive, ou l'aspect positif de la colonisation. Et ils ont dit à Aimé Césaire, tu es un ingrat, parce que dans le discours sur le colonialisme, tu n'as voulu voir que les petits bobos que nous avons faits. Mais tu as oublié les grandes chirurgies et les grandes réparations, parce que ce peuple-là était un peuple à l'article de la mort quand nous sommes arrivés. Et Aimé Césaire a dit, vous parlez de civilisation moribonde, moi je parle de civilisation qui était à l'apogée de leur développement et que vous avez tout simplement détruit par le canon. Je parle de milliers de gens que vous avez massacrés et que vous appelez des rebelles. Je parle des gens dont vous avez pris les connaissances et que vous appelez les féticheurs et que vous avez suppliciés ensuite. Je parle de tout cela et dites-moi devant quel tribunal vous pouvez dire le contraire. Parce que vous ne défendez pas la liberté, vous défendez tout simplement le libertinage occidental. Donc, Steve Bantu Biko va donc faire ses études et il va se rendre compte d'abord d'une chose. Même les protestants qui parlent de Dieu défendent l'apartheid. Et Steve Biko va se poser la question de savoir c'est quoi la conscience blanche? White consciousness. La conscience blanche se définit par la bonne conscience dans les crimes qu'on va perpétrer. Et c'est ça ce qu'on appelle la suprématie blanche qui se déploie dans l'océan de barbarie. C'est ça qu'il dit. Donc nous avons Black consciousness, la conscience noire. Et la conscience noire veut mettre l'homme noir à l'abri de la destruction physique. J'ai parlé tout à l'heure d'un génocide avorté. Et donc, mettre quelqu'un à l'abri du génocide physique, cela veut dire la résistance
noir. Et donc, il va étudier la médecine. Parce qu'il veut d'abord soulager les corps endoloris, les corps mutilés atrocement. Cela nous rappelle Léopold II et ses méthodes. Donc, Steve Biko, en 1968, est le délégué général de ce qu'on appelle National Union of South African Students à l'université de Rhodes. Il prône donc ce qu'il appelle la lutte contre l'apartheid. C'est quoi l'apartheid? Parce que jusqu'à présent, tout le monde a l'impression que l'apartheid, c'est le symbole des toilettes, où il y a des toilettes qui sont pratiquement pas des toilettes, où on met colored man only, c'est-à-dire les hommes de couleur ici, et là-bas white only. Mais il y avait un problème. Où sont les métis? Donc les métis ont dit, ils refusent d'aller chez les Noirs. Les Indiens, on leur a dit, vous allez chez les Noirs, parce que vous êtes couleur people. C'est ça que j'appelle le drame de Gandhi. Gandhi, avocat, jeune avocat, arrive dans ce pays et il est pris entre le choix qui lui est fait d'être avec les gens qui sont des sous-hommes parce que noirs et les gens qui sont des surhommes parce que blancs. Et Gandhi a choisi les surhommes. C'est cet épisode que beaucoup de gens ne connaissent pas en Inde. Donc, dans des lettres qu'il a envoyées pendant cette plaidoirie, il a multiplié toutes les injures racistes contre ce qu'il appelle native black people, c'est-à-dire les noirs autochtones, sauvages, tout ce qu'on peut dire, Gandhi a dit. En fait, Gandhi a repris la terminologie des tenants de la suprématie blanche, sans être payé pour autant en retour. Donc, il va quitter l'Afrique du Sud, toute honte bue, pour ne pas avoir intégré la classe des Blancs. Mais malheureusement, il n'est peut-être pas le seul. Ces Indiens-là étaient avec les Métis aussi. Parce qu'ils ont utilisé les Métis comme ils ont toujours utilisé les Métis, y compris à Saint-Domingue. Mais cette fois-ci, il va se passer quelque chose d'extraordinaire. Certains Métis rejetés voudront prendre la tête des organisations noires. Or, une des règles édictées par Steve Biko, c'est qu'aucun blanc ni aucun métis ne dirige des organisations noires. La question qu'on m'a posée, c'est est-ce que toi, Kofi, tu trouves ça normal? Et ma réponse est, les métis sont des kémites. Voilà ma position. Les métis sont des kémites. Tout métis qui prend le parti des kémites est plus radical que noir. C'est le cas de Jerry Rawlings. Mais tout métis qui rêve d'être du côté de la race dominante, de la culture dominante, de la classe dominante, il est plus dangereux pour notre cause qu'un nègre, même un nègre maléficié quelconque. Donc cela veut dire que les métis, nous devons leur créer les conditions pour qu'ils soient comme Jerry Rawlings. Et non pas comme Saga Africa, ambiance dans la brousse. Donc, ce que nous disons, c'est que lorsque nous posons le problème de l'identité métisse, nous posons un faux problème. Il n'y a pas d'identité métisse. Il y a une identité kémite que certains métis refusent d'assumer. Parce que, en assumant cela, cela correspondrait pour eux à une sorte de suicide social, sociologique, dans la société dominée par les Blancs, leurs parents qui les rejettent.
Donc l'adjoint de Steve Biko était un métis. Mais un de ces métis qui va pousser trop loin le règlement de compte avec le côté blanc qui est en lui. Parce que, comme on dit souvent, tout ce qui est excessif est insignifiant. Le sens de la mesure, le sens de la lucidité, du discernement ne doit jamais nous quitter. Parce que ces gens veulent nous prêter leur propre disposition psychologique pour que nous devenions haineux comme eux. Quand tu es haineux, tu ne sais même plus quelle action tu veux entreprendre. Tu n'as plus de lucidité. Lucidité, ça veut dire lumière. Donc, nous ne devons pas être aveuglés par la haine que les autres nous ont transférée par procuration. Nous devons avoir ce qu'on appelle la tête froide et le cœur chaud. Donc cela, c'est ce que Steve Biko a fait. Donc, à l'université de Petersburg, en 1969, il participe à la création d'un nouveau groupe d'étudiants qui s'est élargi à d'autres ethnies. Et cela s'est fait dans la province du Natal. Et c'est South African Students Organization. SASO. Organisation des étudiants sud-africains. Dont il devient le premier président élu. La SASO était un des organes représentatifs d'un vaste mouvement. Et ce mouvement s'appelle Black Consciousness Movement, mouvement de la conscience noire, que Steve Biko a initié. Le mouvement de la conscience noire, Black Consciousness Movement, repose sur 4 principes fondamentaux. 1. L'Afrique du Sud n'existe pas. Parce que l'Afrique du Sud, c'est un État qui se prétend multiracial. Mais en réalité, c'est une extrême minorité de blancs qui est venue par la violence. Donc, ce n'est pas des gens qui sont constitutifs du peuple et de la nation. Ce sont des gens qui sont venus par la violence. Donc, l'Afrique du Sud est un État noir agressé par une minorité de blancs. Ce n'est pas un État multiracial. Et le nom de l'Afrique du Sud, c'est l'Azanie. Azania. Azania. Ce n'est pas Afrique du Sud. Le deuxième principe, tous les Noirs qui ont un projet de société basé sur la religion des Blancs, qu'on appelle le protestantisme, qui a été la religion de l'apartheid en fait, et qui veulent s'intégrer à la société blanche, qu'ils appellent en fait multiraciale, alors qu'ils savent que c'est les Blancs qui dominent cette société, eh bien ce sont des gens à combattre, ce sont des ennemis du peuple de l'Azanie. Troisième principe, la concentration de ces ennemis se trouve dans une organisation qui s'appelle l'ANC, African National Congress. La preuve, les Blancs ont donné le prix Nobel de la paix au dirigeant de l'ANC qui s'appelle Albert Luthuli. Les Blancs lui ont donné le prix Nobel de la paix. Et pour Steve Biko, lorsque les Blancs décorent un Noir, ça veut dire qu'en fait, c'est un harki et un tirailleur. Loin de moi l'idée que le tirailleur soit mauvais en soi. Mais ce qui est important, c'est qu'il est instrumentalisé. Parce qu'il se bat pour ceux qui, demain, vont faire disparaître son peuple. Mais il prétend qu'il se bat pour la liberté, en fait. Donc, l'ambiguïté, c'est de dire « mort pour la France ». Tirailleur sénégalais, mort pour la France. Si réellement tu acceptes de mourir, ça ne peut être que pour la liberté, pas pour la France. Parce que la France n'est pas une nation qui incarne la liberté. Elle met la liberté dans sa devise, mais elle met en esclavage tout ce qui est noir africain et tout ce qui est blanc, même au niveau de la classe ouvrière. Tout ce qui est femme, etc. Donc, ne nous parlons pas de la liberté,
quand en fait ce sont des fossoyeurs de la liberté dont il est question. Donc, la question importante qui est posée, c'est que l'ANC est un repère de nègres qui, du point de vue de leurs objectifs, veulent s'intégrer au modèle de société des blancs sud-africains en fait. Et c'est pour ça qu'il y a des blancs dans l'ANC. Notamment des communistes blancs, dont l'un était un juif communiste blanc très influent, qui a beaucoup influencé Nelson Mandela, qui s'appelle Joe Slovo. C'est-à-dire Joe le slave. C'est ça que ça veut dire. Certains seraient malicieux en disant l'esclave. Donc, ce que nous disons ici, c'est que le quatrième principe, c'est que si la ZANI recouvre sa souveraineté politique, économique, diplomatique, etc., ça ne peut se faire que dans le cadre des États-Unis d'Afrique. Parce que la ZANI n'a pas vocation à être une nation isolée des autres États africains. Et cela, Steve Biko l'a étudié auprès d'un homme dont on ne parle jamais en Afrique du Sud, mais qui a une stature supérieure à celle de Nelson Mandela. Je le dis ce soir, c'est Robert Mangaliso Sobukwe, le dirigeant du Pan-African Congress, qui a pris ses idées au cours de la grande conférence des peuples africains d'Accra, de Nkrumah, et qui s'est mis au service de la libération de l'Afrique à partir de la libération de la ZANI. Donc on peut dire ici qu'un des principaux mentors de Sobukwe, Biko, c'est Sobukwe. Étudier Biko revient à étudier qui est Sobukwe. Mais avant Sobukwe, parce que Sobukwe, son mouvement est une scission de l'ANC. Mais avant Sobukwe, qui a lancé l'ANC? Qui a lancé ces idées-là? C'est Prisley Ikamaseme, qui est un dirigeant qui connaissait l'UNIA de Garvey, qui était influencé. Mais aussi Goumédé et les dirigeants historiques de l'ANC sur lesquels le temps nous manque pour revenir. Donc, le mouvement du Black Concession sera plus combattu. C'était aussi le cas du Pan-African Congress, que l'ANC par les Blancs de l'apartheid. Pourquoi? Parce que les Blancs de l'apartheid ont beau prôner ce qu'ils appellent un développement séparé des races. Ils savent que ce qui peut leur permettre de maintenir leur domination raciale, c'est l'existence de Noirs qui appellent à la paix, qui appellent à l'entente comme Jésus l'a voulu, qui appellent à la retenue, qui appellent à ce qu'on appelle même le pacifisme africain. Donc, c'est pour cela que les Noirs ont dit, tous les jours, on brûle nos maisons, on tue nos parents, etc. Mais vous nous appelez à la paix, au nom de Jésus et de Luther. Mais c'est pas... Donc vous êtes des gens qui... Vous nous empêchez de nous défendre. Donc vous voulez notre mort. Or, notre mort sera le prélude à votre propre mort. Parce que quand ils nous achèveront, ils vont se retourner vers vous. Parce qu'ils ont dit que la race noire est leur ennemi. Ils n'ont pas dit, c'est tel noir, Steve Biko, Sobukwe. Non, ils ont dit la race noire est intrinsèquement l'ennemi à abattre. Donc, le problème qui va se poser maintenant, c'est que, comme toujours, quand on prend de telles positions, il y a trois mots qui vous caractérisent. Radicaux, extrémistes, violents. Et c'est comme ça que Steve Biko sera stigmatisé par les dirigeants de l'ANC et beaucoup d'autres dirigeants noirs qui se disent pacifistes. Et certains vont même collaborer avec la police dans la répression contre
le Black Consciousness Movement. Donc Steve Biko dit, le fait qu'une infime minorité de colons blancs impose sa loi par la force à la majorité écrasante des Noirs constitue un déni de civilisation. C'est un déni de civilisation. Donc, il faut l'autodéfendre. Comme Malcolm X l'a dit. Malcolm X n'a pas dit, il faut aller agresser des Blancs sans défense et sans raison. Il a dit, il faut défendre ton territoire lorsqu'il est attaqué. Il faut défendre tes parents quand ils sont attaqués. Tes enfants. Parce que cela fait partie de ce qu'on appelle les commandements divins. Dans la tradition zoulou. Un zoulou ne laisse pas tuer ses parents. C'est pour cela que Dingal, Msilakosi et Tchaka avaient lutté. Mais ce que Tchaka a fait de nouveau, c'est que Tchaka a créé une organisation militaire semblable à celle des Blancs. Pour ne pas dire plus disciplinée que celle des Blancs. Pour pouvoir neutraliser les traîtres noirs. Parce que Tchaka disait, tant qu'il y a des traîtres noirs, le combat est inégal. Et donc beaucoup de Noirs vont faire de Tchaka quelqu'un qui a passé son temps à détruire les Noirs eux-mêmes. En épargnant les Blancs. Mais pour Tchaka, l'élimination des traîtres dans le cadre de la nation zoulou est la condition sine qua non de la compétitivité face aux Blancs. Parce que ce sont les traîtres qui servent les Blancs sur le terrain. En indiquant les cachettes, en trahissant, en stigmatisant ceux qui résistent. Donc une résistance qui est infiltrée par des traîtres est une résistance moribonde. Et d'ailleurs, ce problème se pose jusqu'à présent en Afrique. L'incapacité manifeste de neutraliser les traîtres pour pouvoir avancer dans le combat discipliné et en ordre. Parce que pourquoi les traîtres résistent? C'est pour fomenter l'indiscipline, le désordre. Hein? Pour empêcher des chefs noirs, nationalistes, noyaux, patriotes, de diriger tranquillement. Donc ces traîtres, ils sont là pour assassiner tous les dirigeants qui veulent libérer le peuple africain. Et cela dure depuis les Hyksos. Il faut qu'on trouve une solution contre les traîtres. Et ça, c'est la pensée de Steve Biko. Comment trouver une stratégie de neutralisation des traîtres dans la ZANI. Et cela va l'amener même, paradoxalement, à désigner des dirigeants de premier plan. Bien sûr, pas Mandela, comme des traîtres de l'ANC. Des dirigeants de l'ANC comme des traîtres. Et il a dit une phrase célèbre. Si un jour les Blancs abandonnent leur politique de développement séparé des races, la première chose qu'ils vont faire, c'est conserver la totalité de leurs privilèges économiques et militaires pour dominer les Noirs. Et bien c'est ce qui se passe. C'est une prophétie qui date de 1976, un an avant son assassinat. C'est-à-dire après le massacre de Soweto. Donc, ce que je veux dire pour terminer, c'est que le premier acte par lequel les Noirs ont exercé l'autodéfense contre les Blancs n'est pas dû à l'ANC. C'est dû au Pan-African Congress. Et ça s'appelle la révolte de Sharpeville. Vous voyez? Donc, beaucoup d'Africains ignorent ces faits parce que l'Europe bombarde médiatiquement ce qu'on appelle l'ancien terroriste qui est devenu, quoi? Le héros pacificateur planétaire, Nelson Mandela. Et on le présente comme le chef historique de l'ANC, alors que l'ANC remonte à Prisley, Issa Sene, à Goumédé et à d'autres dirigeants. La tendance modérée, représentée par Luthuli, qui va d'ailleurs avoir le prix Nobel de la paix, cette tendance n'est apparue qu'après avoir éliminé les premiers patriotes. Donc c'est parce que les premiers patriotes, leur ligne a été éradiquée que l'autre a quitté l'ANC. C'est-à-dire Robert Mangaliso
Sobukwe, le dirigeant sud-africain le plus digne de la race noire. Voilà ma position. Ce n'est pas Nelson Mandela. Donc, pour terminer, je dirais que nous ne connaissons pas l'histoire de l'Afrique du Sud, en fait. Et chaque jour, ces lives montrent que l'histoire même des peuples de notre continent nous est inconnue. Mais qu'est-ce que nous connaissons, en fait? Nous connaissons 4 choses. 1. L'histoire des prétendus droits de l'homme de l'Occident. Et on dit que les peuples africains, s'ils veulent évoluer, il y a 3 choses qu'ils doivent avoir. 1. Le système capitaliste libéral. 2. La démocratie à l'occidental. Et 3. L'état de droit à l'occidental. Et pour faire ça, il faut des élites occidentalisées. Dans les universités occidentales, avec ce que j'appelle des parchemins, que moi, je qualifie, c'est ma liberté absolue, hein, de certificat d'aliénation académique. Voilà ma position. Donc, nous savons aujourd'hui que ces gens n'ont rien apporté à l'Afrique. Que plus ils ont dirigé les pays africains, moins les pays africains ont avancé. Il y a des pays africains qui ont été dirigés dans des périodes de transition plus ou moins chaotiques par des gens qui n'ont jamais été à l'école occidentale. Ces pays se portaient mieux. Parce que l'Occident ne peut pas former des gens en sachant pertinemment que ces gens vont enlever ces privilèges en Afrique. Ce n'est pas possible. C'est sous le coin du bon sens. Il faut quand même que les Africains intègrent ces données-là. Hein, c'est de bon sens. Donc, la question que nous posons, c'est qui est Steve Biko? Steve Biko est le premier dirigeant d'un mouvement estudiantin qui a appliqué intégralement le principe selon lequel l'Afrique du Sud est une nation noire qui doit donc rétablir les règles de gouvernement de ses ancêtres noirs et qui ne doit en aucun cas s'intégrer dans un prétendu État multiracial qui consacrerait l'élimination définitive de la culture africaine. C'est ça qu'on appelle Black Consciousness Movement. Merci Kobi pour cette longue et consistante introduction qui nous conduit à la deuxième question, qui est celle-ci. Quelle est l'origine véritable du système de l'apartheid et pourquoi l'étudiant Biko le qualifiait de machination infernale façonnée par la main invisible du diable? Le système de l'apartheid est donc un système économique, militaire, culturel, spirituel, qui prône l'infériorisation des autochtones africains noirs dans le cadre de ce qu'on appelle des bantoustans. Le mot bantou signifiait à l'origine les hommes, c'est-à-dire ceux qui ont hérité de l'énergie divine qu'on appelle le Ntu. C'est la collectivité humaine de ceux qui ont hérité de ça. Mais ce mot est devenu groupe racial d'agriculteurs incultes, ignares, cupides et cannibales, sous la plume d'un anthropologue qui s'appelle Black. Black n'est pas un noir. Donc s'il utilise le mot dans cette acception, c'est parce qu'il était dans la logique de l'apartheid lui-même. C'est un ethnologue de l'apartheid. Maintenant, parmi les peuples qui sont partout, il y a selon eux des caractérologies spécifiques. Je m'explique. Le Zoulou est tout simplement un barbare qui utilise la force physique pour faire la guerre, afin de réduire en esclavage les autres ethnies. Le Soto, c'est un agriculteur qui est polygame et qui utilise le fétichisme, qui est un autre moyen de faire la guerre. Les Nimba
c'est tout simplement des sauvages qui vivent sans une société d'État. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle des anarchies. Ils vivent sans autorité. Et les enfants couchent avec leurs mères. Les animaux couchent avec les enfants. Ainsi de suite, selon Blake. Donc, ces caractérologies les ont amenés à dire il faut donner la partie des terres les plus infertiles aux Noirs en les mettant dans des camps de concentration qu'on appelle des Bantoustans. Bantoustan, c'est-à-dire Bantousland. Les lieux de réclusion des Bantous. Évidemment, il faut empêcher qu'ils se mélangent. Un Zoulou ne doit pas prendre un soto et se marier. Donc, ce que les Blancs font contre les Noirs, il faut que les Noirs fassent entre eux, au nom de ce qu'on appelle les murs infranchissables des tribus et des ethnies. Donc, c'est un système d'une violence inouïe, parce qu'il empêche les Noirs de se mettre ensemble pour vivre leur culture ensemble. Mais le fait d'empêcher les Noirs, ce n'est pas empêcher pour empêcher. C'est cultiver la haine entre Noirs. C'est-à-dire, au lieu que les Noirs unissent leurs forces contre l'apartheid exercé par les Blancs, les Noirs utilisent ce qui leur reste de force pour s'anéantir entre eux. Voilà ce que ça veut dire le Bantousan. Et Steve Biko a tellement bien étudié ça, Sobukwe a tellement bien étudié ça, qu'ils ont décidé de faire de la lutte contre les Bantoustans la stratégie essentielle de leur combat de libération nationale. La lutte contre les Bantoustans, c'est la lutte contre toutes les dissensions créées artificiellement pour empêcher les Noirs de vivre en paix et pour créer un état de guerre des Noirs contre les Noirs. Donc, cette problématique que nous, on ne voit pas tellement nettement, par exemple au Cameroun, au Bénin, parce qu'il n'y a pas un État qu'on va dire, voici un groupe de Bassa, restez entre vous. Les Bassa peuvent se mélanger avec les Douala, ainsi de suite. Mais là-bas, c'est interdit. Et tout Noir qui va chez, tu es Zoulou, tu vas chez l'ethnie Soto, on te prend, on te coupe la tête et on tue toute ta famille. Et on brûle ta maison. Donc ce degré de barbarie, c'est ça qui a amené le dirigeant de l'apartheid, Vorster, à proclamer à la fin du monde que le projet que tous les colons occidentaux voulaient faire, Belges, Anglais, Français, c'est ça qu'eux, ils sont en train de réussir en Afrique du Sud, à travers les Bantoustans. Et que ce projet va donner ce qu'il appelle la transformation de l'Afrique en un paradis terrestre pour l'homme blanc, c'est-à-dire pour l'Africaner blanc, descendant de Hollandais ou de Huguenots protestants français. Donc, cela veut dire que si nous avons parlé de génocide avorté, c'est parce que l'Afrique du Sud aujourd'hui, les Noirs sont toujours majoritaires. Mais les Noirs qui vivent actuellement en Afrique du Sud, 90% veulent que les Blancs restent parce qu'ils sont leurs frères. Je dis bien, 90% veulent que les Blancs restent parce qu'ils sont leurs frères. Et s'ils sont aujourd'hui 90% à le dire, c'est parce que l'héritage de Albert Luthuli, qui a eu le prix Nobel et qui préconisait qu'on tende l'autre jour, c'est ça qui a gagné dans la conscience des Noirs. L'héritage des vrais résistants, Mzilikazi, Dingan, jusqu'à Sobukwe, n'a pas prospéré. Donc, il en est de même dans le reste de l'Afrique. Beaucoup d'Africains aujourd'hui, si vous faites un sondage en disant « Nous voulons que les Européens n'aient pas un statut privilégié en tant que coopérants dans le pays, mais soient tout simplement des voyageurs et obéissent à nos lois », eh bien 90% des Noirs vont dire que ce n'est pas conforme à notre façon chrétienne de voir.
Et c'est ça le principal problème de l'Afrique. Parce que si on utilise la force, on sera obligé de supprimer au moins 30 millions d'Africains. Avec toutes les souffrances que les Africains ont connues, cette stratégie n'est pas viable. On est obligé de trouver une contre-stratégie basée sur la science, la pédagogie, la discipline, la rigueur, l'économie, etc., etc. Voilà pourquoi nous proclamons totalement que notre stratégie est non violente. Parce que beaucoup de gens nous demandent, mais vous voulez faire le panafricanisme, comment? Par la lutte armée, etc. Eh bien, nous disons que la lutte armée n'a jamais été le fort du peuple noir. Mais, si des gens pensent qu'ils vont prendre des armes pour faire un nouveau génocide en Afrique, à ce moment-là, nous ne pouvons pas répondre des réactions des peuples africains. Parce que ces réactions relèveraient de ce qu'il est convenu universellement d'appeler l'exercice du droit à la légitime défense. Voilà ce que nous disons. Donc, cela veut dire que Steve Biko considère la légitime défense comme un droit inaliénable, une conquête humaine qu'on n'a pas besoin de mettre dans une constitution pour comprendre. Le droit à la légitime défense. On n'a pas dit légalité, légitimité. Le simple fait d'être un père fait que légitimement tu t'engages à défendre ton fils. Même les bêtes le font. Même la mère poule réagit quand on prend son poussin. Pourquoi le nègre est le seul à accepter qu'on déporte massivement ses frères en Guadeloupe, en Martinique, etc. Et on continue à dire que Jésus fait qu'on doit s'entendre avec ceux qui font la déportation. Ce n'est pas logique. Si c'est logique comme le disent. Donc, nous disons que le problème posé par Steve Biko est un problème de stratégie de la lutte de libération de l'Afrique noire, auquel on ne pourra pas ne pas trouver de solution rationnelle. Je dirais, c'est un des problèmes fondamentaux même qui sont liés au processus de l'unification de l'Afrique et de sa libération. C'est intrinsèquement lié. On ne pourra pas échapper. Mais à titre personnel, nous déclarons notre opposition à la lutte armée. À titre personnel. Le même Gandhi dont on parle, après avoir pris les visions pacifistes des Noirs, déjà protestants à l'époque, il va là-bas pour dire qu'il est l'inventeur de la non-violence. Mais il a pris ça là-bas en Afrique du Sud. Parce que eux, chez eux, ils exercent la violence contre les Dravidiens. Ils ont créé un système de caste implacable. Et ils appellent les Dravidiens des intouchables. Mais ils veulent nous faire croire que cette violence-là, ils l'ont oubliée et qu'ils ont créé la non-violence. Donc, il a dit, les Anglais ont des canons. Les Anglais ont tout. Mais il y a une chose que les Anglais n'ont pas. C'est la masse. Nous sommes plus nombreux. Et les Anglais n'ont pas une autre chose. C'est la stratégie de notre spiritualité. Les Rig Veda, les Upanishads, les textes comme ça, védiques. Voilà. Donc nous, on a le nombre. Mais on peut avoir le nombre tout en étant divisé, comme les Bantousans. Donc le nombre en soi ne veut rien dire. Il faut l'unité pour se compter en nombre. Mais ce qu'il a dit et qui est vrai, c'est qu'effectivement, la spiritualité peut être le ciment de cette unité. Donc, ce que nous disons, c'est que Biko emploie en fait des techniques de non-violence. Biko n'utilise pas la lutte armée. Mais Biko utilise une arme redoutable, la désobéissance civile. Et la désorganisation du système de l'apartheid. Désobéissance civile et désorganisation du système. Mais ça, c'est plus grave. Parce que lorsque les masses sud-africaines du Natal disent qu'on ne va pas acheter les produits des Hollandais, mais
c'est une des choses que les Occidentaux redoutent. Qu'on les frappe au porte-monnaie. Ça, à partir du moment où vous les frappez au porte-monnaie, vous vous rendez compte tout de suite que ils ont un talon d'Achille. Que je qualifierais de leur Achille talon. Donc, le problème qui est posé ici, c'est le problème des moyens de la résistance. La désobéissance civile et la désorganisation de l'organisation de l'apartheid. Donc, ce que je veux dire, c'est que à partir de 1973, les tenants de l'apartheid voient le danger que représente Biko. Parce que, un an avant, la ZASSO, l'organisation des étudiants, puise aussi sa collaboration avec les membres du Black Power aux États-Unis. Donc, des membres du Black Power arrivent en Afrique du Sud et les Sud-Africains vont aux États-Unis. Donc, tous ceux qui travaillent de l'intérieur pour faire des Africains des élites occidentalisées, notamment les pasteurs, et tout ça, sont combattus et qualifiés de collaborateurs. Donc, c'est à ce moment-là qu'il, sur la base de Garvey, il lance Black People's Convention Movement. Convention. Ce qui ressemble un peu aux conventions de l'UNIA. Ce tournant stratégique fait qu'il est arrêté sur dénonciation des Noirs eux-mêmes. Et il est accusé de terrorisme avec d'autres membres du Black Concessional Movement. On le reproche d'avoir politisé les écoles fréquentées par les Noirs. Politiser, ça veut dire africanisation. On lui reproche d'avoir syndicalisé et syndiqué des étudiants contre le système de l'apartheid. On lui reproche une intelligence avec des puissants terroristes ennemis. C'est le cas des Black Power. Black Power aux États-Unis. Le pouvoir noir. Donc ça nous rappelle le livre de Malcolm X. Donc, tout cela va déboucher sur une révolte. Parce que les étudiants vont être les fers de lance d'une révolte contre l'apartheid. Et cette révolte aura une particularité. Elle va toucher tous les Bantoussans. En même temps. Mais elle va avoir pour épicentre un lieu qui est devenu un lieu de mémoire pour notre peuple. Soweto. C'est un ghetto dans lequel on a parqué des Noirs et on les fait vivre en dessous de conditions de vie d'un animal. Sylvie Biko est donc détenu pendant 101 jours, sans jugement. Et pendant les 40 premiers jours, il ne mange pas, il ne boit pas. Parce qu'on voulait qu'il meure de faim de lui-même. Mais la solidarité de quelques-uns de ses camarades martyrs, dont j'ai cité le nom, et qu'on a dit qu'ils se sont suicidés, a fait qu'ils lui donnaient leur ration à eux. Mais ceux qu'on a attrapés en train de donner des rations étaient exécutés directement. Donc nous parlons de l'oppression que les pharaons subissent à Paris. Les pharaons kémites subissent à Paris. Cela nous donne une échelle de mesure. Pour voir que quand on dit qu'on lutte à Paris, là, eh bien, on peut voir les risques que nous courons en luttant à Paris en tant que pharaon. Donc, le problème qui est posé ici, c'est le problème de la répression sauvage pour décapiter le mouvement. Décapiter, ça veut dire trancher les têtes de ceux qui dirigent. Donc 300 têtes vont tomber. Et ces 300 têtes, c'était comme si c'était les locomotives du mouvement. Le mouvement va marquer un temps d'arrêt. Et les gens seront désorganisés et aller dans le chaos dans toute la direction. À ce moment-là, va émerger une direction de substitution créée par les Blancs eux-mêmes.
où des Noirs vont venir pour dire que non, Steve Biko, en fait, c'était quelqu'un de bien. C'était un messie. Hein? C'était un esprit. Hein? Il ne devait pas, lui, faire ce qu'il a fait. Parce que Jésus s'est servi de lui. Toujours le fameux Jésus. Hein? Donc, à un moment donné, le problème va se poser quand les gens ont vu qu'il n'y avait plus d'espoir dans l'organisation économique, politique, militaire que Steve Biko préconisait. Tout le monde est retourné dans les églises. Ça a donc entraîné un reflux de la lutte du mouvement. Et le mouvement est devenu maintenant un mouvement chrétien millénariste qui recherche une rédemption dans le ciel. Une rédemption imaginaire, dans un ciel non moins imaginaire, où j'ai déjà dit qu'il n'y avait que des nuages. Donc, le problème qui va se poser, c'est qu'un journaliste blanc va maintenant prendre la direction de ceux qui veulent rétablir la mémoire de cet esprit, ce Messie. Il s'appelle effectivement Donald Woods. Et le livre qui est devenu plus célèbre que La Confiance